Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le webinaire de préparation et conduite des grands vols en ondes. Nous allons pouvoir démarrer dans quelques minutes. On laisse les participants arriver gentiment. Allez, il est 19h03. Je vous propose de démarrer. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur le webinaire de préparation et conduite des grands vols en ondes, un webinaire organisé et préparé par la commission météo. Et vous étiez très, très nombreux à être intéressés par le sujet. Donc, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. En ma compagnie et comme animateur principal, nous aurons Jean-Pierre Macveig qui va animer ce webinaire, qui est président de la commission météo. Il sera accompagné par notre grand invité ce soir, spécialiste des vols en ondes, Gilles Souviron. Tous les deux, je vous laisse la parole et puis nous partons pour 1 heure de présentation. Il y aura 15 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Si vous voulez parler à la fin du webinaire, vous avez, pas que j'oublie de vous le dire, un petit icône en bas où est écrit « Levez la main ». Il faudra donc lever la main comme ceci et ainsi, on pourra déverrouiller votre micro. Je ne vous garantis pas qu'on déverrouillera tous les micros puisque vous êtes plus de 200 inscrits. Ensuite, vous avez un petit Q&R et c'est là où vous pourrez poser vos questions. On répondra à l'ensemble des questions, soit à l'oral, soit directement à l'écrit. Le webinaire est enregistré. Il vous sera envoyé par mail d'ici quelques jours avec le replay de cette présentation et puis l'ensemble des documents qui vont vous être présentés ce soir. Donc, vous n'avez rien besoin de faire pour recevoir l'ensemble des éléments. Donc, tout de suite, je laisse la place à Jean-Pierre et à Gilles et je vous souhaite une très bonne soirée. Jean-Pierre, à toi la Oui, parole. merci Tina, bonsoir à tous. Donc Jean-Pierre Mavé, je suis effectivement président de la commission météo de la fédération. Et donc ce soir, on a le plaisir et l'avantage d'accueillir Gilles Souviron, qui est un pilote dont un spécialiste des vols en ondes. C'est des grands vols en ondes, je pense que vous le connaissez tous. Il vole à Saint-Gaudens, il a son planeur à Perpignan. Il est détenteur de nombreux records de grands vols en ondes, hein. Et donc, il a accepté de nous faire partager ce soir les méthodes qu'il utilise pour, d'une part, préparer ses vols, et ensuite, les méthodes qu'il applique pour les conduire correctement et arriver à faire des grandes distances en sécurité. Donc, je le remercie beaucoup d'être là. Donc, Gilles, si tu veux, je te passe la parole. Donc, je vous rappelle la règle. Gilles va parler pendant 1 heure et puis au bout d'1 heure, pendant ce temps-là, vous pouvez mettre vos questions dans le Q&R, hein. Et à la fin, on répondra aux questions. Et puis, si vous voulez, on pourra vous donner la parole à certains d'entre vous. Surtout, enfin, si vous levez la main. Voilà, Gilles, je te laisse la parole. Merci, bonsoir à tous, bonsoir Jean-Pierre. Merci pour cette présentation. Donc, en fait, quelques mots. Je suis jeune retraité, pilote de planeur, j'en ai fait il y a 35 ans. J'ai fait des études d'ingénieur à Supélec. Et pendant toute la période de ma vie d'adulte, en fait, j'ai fait du planeur à Auch, où j'ai passé mon brevet. Puis après, je suis allé à l'aérodrome de Gandalough-Massac. Et ensuite, je suis passé au deltaplane pendant près de 30 ans. Et je suis revenu au planeur à peu près en 2015. Et j'avais juste fait de l'onde à Luchon. C'était vraiment du yo-yo, il n'y avait pas de distance. C'était la fameuse l'onde de l'Hospice de France, très violente. Et quand je suis revenu, par contre, au Delta, je me suis j'étais fasciné par l'envie de distance, la liberté. Et quand je suis revenu au planeur, j'avais envie de tester toutes les distances qu'on pouvait faire et cette envie d'aventure et de voyage qu'offre cette formidable machine. Et donc, je me suis
comme je n'étais pas forcément un pilote instinctif en ondes, et en thermique aussi, je me suis intéressé par comprendre, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'onde et quel était le potentiel qu'on pouvait en tirer. Donc, je vais vous faire une présentation rapide de mes élucubrations. Il y a deux parties. D'abord, je voulais comprendre quelle est la meilleure distance potentielle qu'on peut faire dans une journée en onde. Ça sera là, c'est le vol en onde à quelques règles. Donc, je vais vous présenter cela. Et ensuite, la deuxième partie, je vais vous présenter le logiciel qu'on a développé avec mon frère Marc, qui est la visualisation des modèles météo de Météo France Maillefine AeroWeb. Et c'est surtout mon frère qui a développé un logiciel extraordinaire et qui permet de visualiser sur sa tablette en vol toutes les prévisions de Météo France. Donc, je commence par la première présentation, le vol en Inde et quelques règles. Alors, si je prends un premier exemple, c'est le profil Pour comprendre l'onde, il faut comprendre que l'onde n'est pas forcément créée par les reliefs les plus élevés. Et donc, j'ai pris l'exemple d'une coupe d'ondes, de relief d'onde de Météo France, maille fine, qui présente quelle onde est possible sur le Cap Corse. Alors, le Cap Corse, il faut savoir que c'est une montagne qui est en Corse, bien sûr, qui est le bout de la Corse et qui ne représente un dénivelé que de 1000 mètres. Donc, le sommet est à 1000 ou 1200 mètres. Et malgré ça, on arrive à avoir des variomètres de plus 4 mètres secondes. Et comme montre cette coupe de Météo France, on voit que le relief du Cap Corse est matérialisé par les reliefs gris en bas. En gauche, on voit les niveaux de vol. Donc, vous voyez que le niveau flight level niveau 30 est au-dessus du relief. Donc, a priori, il y a à peine 1000 mètres de dénivelé du relief. Et ensuite, on voit des petits pointillés noirs qui représentent la trajectoire des particules. Donc, vous voyez qu'en fait, le vent, en plus, le vent est en rouge. Vous voyez qu'il est en rouge et qui vient de gauche vers la droite. Donc, il vient de l'ouest dans cet exemple-là. Et on voit qu'il y a à peu près il y a 3 barres, c'est à peu près 30 nœuds. Vous avez 30 nœuds de vent, c'est à peu près 50 à 60 km/h de vent. Et bien, vous voyez que les particules ont tendance, qui sont matérialisées par les pointillés, vous voyez que ces particules ont tendance à légèrement monter avant le relief. Voilà. Et puis, derrière le relief, il y a une forte descente. Donc, j'ai matérialisé ça j'ai pris un des pointillés légers, je l'ai matérialisé par une grande courbe noire. Et vous voyez qu'il y a un fort creux derrière, et puis une remontée comme une sinusoïde avec plusieurs ondulations. Quand on est en planeur, en fait, si on est au vent, c'est-à-dire à gauche sur ma courbe, sur mon graphique, si on est au vent du Cap Corse, on voit qu'on monte très très faiblement. En revanche, on voit qu'on va chuter fortement et on va avoir un très fort ressaut derrière, donc sous le vent de l'onde du Cap Corse. Et donc, ces trajectoires-là, si vous êtes en planeur et que vous êtes derrière le Cap Corse, c'est-à-dire à l'est du Cap Corse dans cet exemple-là, vous allez avoir un très fort variomètre. Donc, tout ça pour dire que en fait, ce n'est pas la taille de la montagne qui va faire la force du ressaut, c'est surtout le fait qu'elle soit isolée ou pas par rapport aux autres montagnes. Donc ça, on voit au Cap Corse donc, que l'onde est créée par le creux qui est derrière la montagne. Et par exemple, aux Albères, qui sont près des Pyrénées en Méditerranée, on voit aussi, on a les mêmes phénomènes où j'ai des ressauts très très forts de 4, 5, 6 mètres secondes par les Albères qui font 1000-1200 mètres de dénivelé. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc, il faut bien comprendre que les ressauts sont créés sous le vent de montagne et ce n'est pas forcément l'altitude du vent de la montagne qui va faire la force du ressaut.
Ensuite, je reviens sur une règle qui est vraiment de base, c'est celle qu'a trouvée Robert Pratt, qui est OK, mais d'accord, c'est très bien, ça, l'onde, c'est parfait, mais à quelle distance on doit se situer par rapport à la crête sommitale pour trouver le ressaut? En fait, il a établi, fruit de son expérience, il a trouvé une règle très simple qui est, c'est pas très compliqué. Vous prenez, pour trouver la distance du premier ressaut, vous l'avez affiché en jaune en gros, ici dans mon exemple. Vous prenez la vitesse du vent et vous divisez par 10. Si vous avez un vent de 80 km/h, par exemple, eh bien, vous divisez par 10, ça fait 8. Et donc, le ressaut sera à 8 km de la crête sommitale. Alors, c'est une règle et je me suis amusé à vérifier si cette règle-là, qui est empirique, était en cohérence avec les calculs et tout. Et effectivement, j'ai trouvé que la distance du ressaut, en fait, c'est lié essentiellement à la température, au gradient de température qui est dans le ressaut par rapport à une détente adiabatique et aussi par rapport à la force du vent et aussi la température. Donc, tout cela, en fait, je pourrais vous le faire à la fin du webinaire. Je vous montrerai les formules, mais pour faire court, en résumé, j'ai trouvé que s'il y a un gradient de température qui varie entre 2 et 10 degrés au kilomètre, et avec des températures qui varient entre 0 et moins 20 degrés, le ressaut, vous allez avoir une variation par rapport à la règle de Robert qui est de plus ou moins 15 à 20%. Donc, en fait, elle est remarquablement précise, celle de Robert, et ça vous permet de vous ajuster très, très, très finement par rapport au ressaut attendu. Donc, je vous mettrai mes formules mathématiques pour ceux qui s'intéressent après. Donc, je continue. Donc, on voit là, par exemple, j'ai pris les deux traces que Robert a fait quand il faisait de l'onde de nord sur les Pyrénées. On voit qu'en fait, les trajectoires de Robert suivent peu ou prou la trajectoire de l'arête sommitale, la dernière des dernières montagnes des Pyrénées côté espagnol, puisque le vent vient du nord, Robert se trouve au sud, et on voit une trajectoire en bleu, une trajectoire en rouge. On voit qu'en fait, ça c'est pour expliquer que dans les deux cas, il y avait des forces de vent. Robert avait des forces de vent très différentes, de 50 à 100 km/h, mais simplement, quand il a 100 km/h, il est deux fois plus loin par rapport à la crête sommitale que quand il a 50 km/h. Donc, ça illustre bien le fait que la distance par rapport au ressaut est fortement, directement liée à la vitesse du vent. Alors, une fois qu'on a ça, bon, mais ça c'est bien, mais par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'est savoir, mais quelle distance je peux espérer par rapport à une journée d'onde. Voilà, c'était ma première question. Donc, j'ai compris que Robert m'a dit tu te mets à une dixième de la vitesse du vent et tu auras le ressaut, mais quelle distance on peut faire en un jour? Alors, moi, Excuse-moi, Gilles, peut-être une minute. Il y a quelques personnes qui ont des problèmes pour voir l'écran. Alors, je vous invite à vous déconnecter, à vous reconnecter parce que, a priori, beaucoup d'autres personnes le voient. Non, n'hésitez pas à le préciser dans le chat si vous êtes plusieurs dans ce cas-là, mais sinon, déconnectez-vous et remettez-vous sur la présentation. Mais en tout cas, il y a bien une présentation à l'écran, hein. Merci, excuse-moi pour la coupure. non, pas de souci. Donc, si on voulait, pour faire de la distance, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Soit je monte, ou je monte ou je transite. Et donc, rapidement, je suis arrivé à la conclusion de dire, bon, mais je vais faire simple, je vais décomposer tout un vol en seulement deux phases, phase de montée ou phase de transition. Voilà. Et pour faire simple, je vais dire, mais je vais télécharger les vols des Top Gun sur les Pyrénées. Ben, c'était Robert Pratt et Karl Odissou. Donc, c'est très bien. J'ai des outils comme Sioux qui permettent d'analyser les vols et de télécharger et de voir les vols.
Et donc, j'ai décomposé toutes leurs traces en deux phases, les phases où ils s'arrêtaient et les phases, et ils montaient, et les phases où ils transitaient. Alors, je voulais savoir quel était le taux moyen ils arrivaient à avoir quand ils s'arrêtaient et quel était le netto moyen et à quelle vitesse ils allaient voler quand ils allaient un point bas, un point A, un point B, c'est-à-dire quand ils transitaient. Donc, j'ai pris leur grand vol, plus de 1000 km, et puis j'ai regardé les phases. Alors là, j'ai fait une petite illustration. C'est une phase, on voit à la photo de gauche, une phase arrêtée, que j'estime dite arrêtée, entre le point bleu et le point rouge, où on voit le pilote, je ne sais pas si c'est Robert ou Karl, qui cherche des ressauts, qui va d'un côté, donc il fait 1 ou 2 kilomètres, il revient sur cette trajectoire, il monte en zigzag, des fois c'est en spirale et tout. Donc pour moi, tout ça, c'est une phase arrêtée. Et je regarde du point bleu au point rouge en quel dénivelé ils ont fait et quel temps ils ont mis. Et ça me permet de savoir quel vario ils ont atteint sur cette phase-là. Et ensuite, vous avez des phases de transition. Et bien là, c'est la photo de droite. Vous avez du point bleu à gauche au point rouge à droite. Vous voyez que la trajectoire du pilote est dans la vallée de la Sardagne, est transitée, est allée vers l'est, vers le Canignon. Et donc là, vous avez des phases où ça monte, parce que là, c'est le netto qui est visualisé en couleur. Donc, quand c'est bleu, ça descend. Quand c'est rouge, ça monte. Bon, quand on transite, forcément, quand vous êtes en onde, forcément, vous montez des fois, vous descendez d'autres fois, mais peu importe, vous êtes en transition. Donc, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est sur ces phases de transition, à quelle vitesse on doit voler et sur les phases de montée, à quel vario on peut espérer. Donc, je me suis. Donc là, je précise que si le planeur reste à la même position en faisant du soaring sur plusieurs kilomètres, mais en revenant, il s'agit d'une phase arrêtée, phase de gauche. Et si le planeur se déplace même très lentement ou monte, mais il ne revient pas sur sa position, c'est une phase de transition, c'est la deuxième phase, c'est la photo de droite. Donc, pour faire court, tout ça, j'ai analysé leur vol et j'ai été stupéfait. J'ai regardé un peu qu'est-ce qu'ils obtenaient. Eh bien, ce qui est très surprenant, c'est que le taux de moyen des phases arrêtées, moi je croyais que c'était 4 ou 5 mètres secondes en onde. Eh bien, en fait, ce n'est que de 1 ou 1,50 m. Parce que les phases que j'ai décomposées tiennent compte du temps de prospection. Si vous êtes en sous-zone dilatoire, il faut trouver l'onde de ressaut. En résumé, sur un vol, quand les pilotes s'arrêtent, ils n'intègrent qu'en gros entre 1 et 1,5 m secondes. Et en transition, alors le netto, par contre, n'est pas mauvais. C'est-à-dire que généralement, on reste dans la vague, hein, comme un surfeur reste dans la vague sur la mer. On a 1 mètre seconde. Et avec ça, avec un vario que de 1 à 1 mètre 50 secondes et un netto de 1 mètre seconde, eh bien, la distance réalisée est supérieure à 1000 km. Alors, j'ai dit, OK, alors 1 plus 1, ça égale 1000. Alors, ce n'est pas très mathématique. Alors, pour être plus précis, je l'ai encadré en vert. En fait, 1 mètre seconde de VZ sur les phases arrêtées et quand vous avez 1 mètre seconde de netto sur les phases de transition, eh bien, vous allez faire plus de 1000 km de circuit dans la journée. Voilà. Et j'ai fait aussi ces calculs parce qu'un beau jour, j'étais en Taurus, j'avais fait 700 km, j'avais super bien, ça s'était très bien passé. C'était un de mes premiers vols. Et puis, l'onde commençait à se déstabiliser par des thermiques du côté de Pau. Et j'étais dans un ressaut qui avait 2,50 m. Je me suis dit, 2,50 m, c'est pas assez. Donc, je le quitte. Je vais essayer de trouver mieux parce que dans ma tête, il fallait au moins 4 ou 5 mètres secondes. Je l'ai quitté. Pour la faire brève, je l'ai quitté 2-3 fois. Puis, je me suis retrouvé en sous-ondulatoire et j'ai dû remettre le moteur pour rentrer à la maison. Et c'était 4 heures de l'après-midi. J'avais fait 700 km.
Et suite à ça, je me suis dit, bon, c'est n'importe quoi, tu as fait n'importe quoi, il va falloir que tu comprennes quand est-ce que tu dois t'arrêter et transiter. Et c'est là où j'ai compris, j'ai tiré ces formules-là. Donc, pour finir, donc ça a été, en gras, j'ai écrit en bas, ça a été une révolution pour moi, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir un taux de montée de 5 mètres secondes sur phase arrêtée, comme je le pensais. 5 mètres, c'est parfait, mais c'est rare et ça ne dure pas. Mais si on monte seulement à 1,50 m secondes, eh bien, très bien, on reste sur place, on gagne du temps. Sauf si vous êtes sûr de trouver mieux, restez-y. N'avancez pas. Voilà. Alors ça, c'était la première, surprise, c'est quel vario monter. Bon, la deuxième, c'est de dire, bon, mais très bien, maintenant je suis en transition, mais à quelle vitesse je dois aller? Alors, la règle, normalement, le Macready, ça vous dit vous calez un Macready, mettons, 1 mètre seconde, et puis, suivant le netto que vous allez avoir, vous allez aller plus vite ou plus lentement par rapport à votre vitesse de finesse maximum. Bon, mais ça, c'est très bien, mais intuitivement, je savais forcément que si j'avais du vent de face, il allait falloir que j'accélère cette vitesse. Le Macready, ce qu'il faut savoir, c'est que le Macready que vous avez sur vos calculateurs ne tient pas compte de la vitesse du vent. Il n'en tient pas compte. Il ne tient compte uniquement que si la masse d'air, elle monte ou elle descend. Et c'est normal parce que quand vous êtes en pleine, les ascendances dérivent avec le vent. Donc, il est normal que le Macready n'en tienne pas compte. En revanche, en onde, comme la position des ressauts est absolument fixe, il est indispensable de tenir compte de la vitesse du vent. Alors, à quelle vitesse on doit voler? Alors, combien on doit accélérer? Alors moi, j'allais pas sortir les abacs, les polaires de mon planeur pour essayer de trouver une solution. Il me fallait une règle, je voulais une règle simple. Parce que normalement, le Macready, si avec le Macready, par exemple, si vous avez 60 km/h de vent de face et que vous avez un planeur qui a une certaine polaire, eh bien, il vous dira qu'il faut augmenter de 0,5 mètres, 0,8 mètres seconde, 1 mètre seconde votre Macready. Bon, moi, je trouvais ça trop compliqué. J'ai dit, moi, je suis en train de voler, je ne vais pas calculer là-dessus. Je ne vais pas je vais pas me mettre avec une calculette dans la poche et je ne vais pas prendre des abacs. Il me faut une règle simple. Alors, je me suis dit, mais si finalement, si je cale mon Macready, mettons mon Macready, généralement, quand je fais de l'onde, je le cale une fois que j'ai fait mon premier ressaut, je le cale à 1 mètre seconde et je ne le touche plus. Bon, et ce Macready, j'ai dit, mais finalement, si j'ajoutais à la vitesse indiquée de mon calculateur, à la vitesse indiquée, si j'ajoutais juste un tiers de la composante face, voyons ce que ça donne. Et je suis parti sur les équations de la polaire du planeur, la formule quadratique, et j'ai oublié pas mal de mon niveau d'ingénieur, mais au niveau de terminal, tout ce qui est dérivé, tout ça allait encore. Donc, j'ai fait les calculs et j'ai regardé si ma règle, la pertinence de ma règle par rapport à l'optimum du Macready. Et finalement, je trouve qu'en sélectionnant, en prenant un tiers de la composante face du vent, alors qu'on se comprenne bien, c'est la composante face du vent. Par exemple, si vous avez un vent qui fait 120 km/h, mais qui est vraiment orthogonal à l'onde, et que vous êtes en correction de dérive et que vous êtes orthogonal à la crête des Pyrénées, et que vous êtes derrière cette crête-là, donc vous avez une correction de dérive, eh bien vous allez avoir pas 120 km/h de vent, mais vous allez avoir en composante face du vent, c'est-à-dire vous allez avoir à peu près 90 km/h, c'est-à-dire votre vitesse R étant de 200 km/h, votre vitesse sol ne serait que de 110 km/h. À ce moment-là, vous avez 90 km/h de composante face. Et bien, si vous divisez par 3 et que vous ajoutez au calage Macready, donc vous ne touchez pas votre Macready, vous regardez moi j'ai mon calculateur sur mon LX, il m'indique la composante face, j'ajoute un tiers de cette composante face et en fait je sais, et
pour résumer, en fait, je suis à un tiers, je suis à plus de 99% de la performance. Donc, je sais que en rajoutant cette composante face, alors quand le vent est arrière, je rajoute rien du tout, hein, je vole comme un crédit. Mais que sur les phases de composante face, je trouve que mon vol, je suis performant à 99% de l'optimum du Macrédit qui tenait compte du vent. Donc, c'est très simple, il suffit que j'achète. Alors, moi, mon calculateur, je vais vous le montrer là. Il a des petites icônes comme ça qui montent quand on monte, quand on va voler avec le Macrédit, trop lentement ou trop rapide. Donc, c'est par des tranches de 10 km/h. Donc, en fait, je divise par 30 le vent. Donc, là, par exemple, j'ai pris un exemple. Là, j'ai un vent de 98 km/h. Là, c'est sur l'écran en haut à gauche. Ma composante face, parce que je suis en correction de dérive, ne fait que 50 ou 65 km/h. Donc, en fait, avec ma règle, il suffit que je divise par 3, c'est-à-dire il faut que je rajoute 20 km, 20 km/h de vent. 20 km/h de vent, en fait, ça fait 2 icônes, puisque c'est des icônes de 2 km. Bon. Donc, normalement, mon calculateur devrait me donner 2 flèches vers le haut. En fait, là, on voit que je suis à 3 flèches vers le haut, c'est-à-dire que je vole un peu trop vite. Donc, je ne respecte pas trop ma règle, mais en fait, je la respecte, mais je volais un peu trop vite. Donc là, ce que l'on voit, c'est que j'étais à peu près à... j'ai été trop vite, mais on voit qu'en fait, il faut savoir que si on respecte le Macrédit à peu près à 10 ou 20 km/h, on fait à peu près moins de 1% d'erreur sur le vol complètement. Donc, le simple fait de rajouter de la vitesse déjà est suffisant pour aller bien. Vous n'êtes pas obligé de suivre ça à 5 km/h ou 10 km/h près, mais c'est l'idée. Donc là, vous rajoutez 20 km/h, vous êtes performant. Donc là, ce que l'on voit, c'est que ma vitesse indiquée en haut, là, sur le badin à gauche de l'écran, vous le voyez, c'est 170 km/h. Donc, j'étais un peu rapide, j'aurais dû faire 160 km/h, mais je suis à 170 km/h. Donc, du coup, alors que j'ai un netto de plus 0,8, j'ai un vario de moins 0,8 mètres secondes. Donc, en fait, je chute. Je chute, oui, mais j'avance. Donc, comme je sais que je vais être arrivé dans un ressaut, je gagne du temps. Donc, moi, ma règle, c'est vraiment de respecter, vraiment de garder cette vitesse-là pour ne pas perdre de temps et je trouve que c'est quand même très efficace. Et très souvent, voilà. Donc, et juste pour finir, je fais toujours, quand je suis en transition, je suis au moins à 110-120 km/h de vitesse sol, sauf si j'avais un vario de plus d'un mètre seconde ou 2 mètres secondes, donc il vaut mieux s'arrêter. Voilà. Donc, OK, donc ça c'est très bien. Alors ensuite, je me suis dit, mais OK, donc j'ai compris la règle. Ma règle, c'est un tiers de la vitesse du vent et tout. Mais alors avec ça, avec un varionnetto, qu'est-ce que je peux espérer comme vitesse de vol? Donc là, je vais aller rapidement. La meilleure distance potentielle, c'est lié à votre vitesse moyenne. Donc là, j'ai fait des calculs. Pour une altitude de 5, en vert, vous avez pour une altitude de 5000 mètres, j'ai le vent qui fait un angle de 30 degrés par rapport à la chaîne, parce qu'il n'est jamais orthogonal. Il y a toujours un angle de 10, 20, 30 degrés. Un vent de 80 qui fait un angle de 30 degrés par rapport à l'orthogonalité de la chaîne des Pyrénées, par exemple. Un vent de 80 km/h. Si vous intégrez, quand vous arrivez à vous intégrer, parce que le fait que j'ai compris ces règles-là, je m'arrête, j'arrive à améliorer à 2 mètres secondes quand je m'arrête mon vario. Et là, c'est des exemples pour plusieurs planeurs, par exemple. Et là, j'ai pris pour un Arcus, c'est le pointillé noir, là-bas qu'un pointillé noir. Vous voyez qu'en bas, en abscisse, vous avez le varion netto. Et vous voyez que pour 1 mètre seconde de varion netto intégré sur tout le vol, avec un Arcus
donc c'est la courbe en pointillé noir. Vous allez avoir une vitesse moyenne avec les périodes d'arrêt intégrées. Vous allez arriver à 150 km/h de moyenne. Donc, en fait, avec un Arcus, avec 1 mètre seconde de netto en transition, vous allez faire du 150 de moyenne. Vous voulez 8 heures à cette vitesse-là, vous allez faire 1200 km. Donc, j'ai regardé aussi pour des planeurs, pour le stem à gauche, combien en fonction, là vous avez sur les abscisses toujours le netto, et puis suivant la force du vent, donc là j'ai fait un vent de 40 km/h, 60, 80, 100, 120, et un vario de 2 mètres secondes. Là, le netto, attention, c'est la vitesse du netto, c'est la vitesse la masse d'air que vous intégrez sur tout le vol. Donc, généralement, quand vous êtes à 1 mètre seconde, par exemple, et vous avez un vent de 80 km/h en stem, vous allez faire à peu près 133 km/h de vitesse moyenne. En Arcus, avec 1 mètre seconde, c'est sur la figure de droite, parce que le planeur est meilleur, vous allez faire à peu près 150 km/h de vitesse moyenne. Voilà, donc ça m'a rassuré. J'ai dit, bon, mais on va pouvoir faire des grandes distances. Alors, j'ai résumé ça en fonction de, oui, mais la distance, ça va être lié en fonction de la durée du jour. Mais oui, elle va être liée à ça, parce qu'en fonction de l'été ou de l'hiver, la durée du jour aéronautique n'est pas la même. En gros, elle est de 10 heures en plein hiver et de 16 heures en plein été. Bon, il y a plutôt moins d'ondes l'été que l'hiver, encore que ça marche aussi. Baptiste l'a prouvé, Carlo Dissou l'a prouvé. On peut faire des très grands vols en ondes aussi en été. Il n'y a pas de règle. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction donc, du type de planeur et de la journée, par exemple, là, j'ai pris un exemple, un vent de 80 km/h, un varionetto moyen intégré sur tout le vol de 1,2 mètres seconde. Quand je m'arrête, j'ai 2 mètres secondes de taux de montée. Mais quand je fais tout ça, quelle distance je peux faire? Eh bien, en juin, si j'ai un STEM S12, je vais faire 2100 km. En décembre, je vais faire 1300 km. Si j'avais un ASH 21, c'est plus de 2500 km que je pourrais faire. Et en plein hiver, ça fait 1500 km. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que faire 1 mètre, 1,2 mètre seconde en 3 points, eh bien, il faut des montagnes qui sont très, très grandes. Les Pyrénées, les Alpes, c'est un peu court, mais donc en faisant plusieurs allers-retours, on y arriverait. Mais en fait, ça donne une idée de potentiel. Donc, c'est grâce à ça, c'est ça qui m'a permis de voir le potentiel qu'on peut faire en ondes. Et surtout, ça m'a permis de me faire des règles de vol. Et là, je vais vous faire juste un résumé. Donc là, c'est un peu, j'ai fait les statistiques de ce que j'avais trouvé sur les dernières années en termes de force de vent et de vario en ondes de sud et nord sur les Pyrénées. Alors, par exemple, sur les Pyrénées, donc là, j'ai fait pour 8 vols en ondes de nord, 7 vols en ondes de sud, j'ai fait une moyenne de 1238 km, 1200 km. Et j'avais fait un vario, j'arrivais à intégrer en moyenne 2,2 mètres secondes en montée, à peu près en nord et sud, c'est pareil. Et en netto, en onde de nord, on est plutôt à 1 mètre seconde et en onde de sud, 1,3 mètre seconde. Pourquoi? Parce qu'en onde de sud, dans les Pyrénées, c'est plus matérialisé, vous avez plus de nuages et donc ça vous permet vous positionner plus facilement par rapport au ressaut. Alors qu'en onde de nord, vous êtes obligé de chercher un peu plus. Donc, je suis un peu moins performant en onde de nord qu'en onde de sud, mais globalement, ça marche. Voilà. Donc là, c'est ma vitesse indiquée en bas. Avec le stem, je suis à peu près à 150 km/h de vitesse indiquée. Donc en vitesse en true speed, on n'est pas loin de 200 km/h avec l'altitude. Mais les 3 derniers vols que j'ai fait, ça c'était en 2021, mais j'avais encore, c'était à peu près pareil. Mais en gros, le mètre seconde que vous avez dans les ressauts quand vous avez continuité de chaîne, c'est ce que l'on trouve. Dans le Massif central, je pense que c'est à peu près pareil.
Et donc, bon, après, Massif Central, peut-être si vous voulez moins haut, ben, vous irez un peu moins vite. Mais ça permet de faire quand même des très très belles vitesses. Voilà. Donc, alors ensuite, voilà, donc je vous laisse avec ça. Mais voilà. Donc ensuite, en résumé, là, deux choses à retenir. La règle de Robert, distance du saut, du ressaut, c'est la vitesse du vent divisée par 10. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne base. Après, vous adaptez, vous avancez, vous reculez, vous verrez si votre netto il monte mieux ou pas. Et en, en phase de transition, la vitesse du vent, quand vous êtes en composante face du vent, eh bien, vous le divisez par 3, vous le rajoutez à votre vitesse indiquée et vous calez votre mercredi toujours à la même valeur. Voilà. Et l'onde n'est pas générée par les crêtes, mais par les trous, voilà, par les creux. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose, donc, c'est la configuration du calculateur. Alors, je ne sais pas si tout le monde a des calculateurs, mais vous avez des outils qui permettent de pallier pas mal à un calculateur intégré comme le LX que j'ai. Mais par contre, vous avez des choses essentielles à mettre. Là, je vous ai mis dans cette photo tout en un. Je mets la distance des cercles de portée ici par rapport, ça vous permet de savoir à quelle distance vous êtes par rapport au ressaut. Ensuite, sur la photo de gauche, vous voyez c'est les cartes en haute résolution. J'ai viré l'ombre portée pour que l'on voit bien les traces des crêtes, parce que c'est par rapport aux crêtes que vous allez vous positionner. Et vous voyez par exemple la photo de gauche, le planeur. Vous voyez mon cercle qui est à 5 km et vous voyez que la crête est à 6 km par rapport où je suis. Donc, je sais que là, je devais avoir un vent de 60 km/h ou 70 km/h, c'est que l'on voit, 85 km/h. Et ça permet de vous positionner très facilement par rapport au ressaut. J'affiche sur mon calculateur le netto et que le netto. S'il y a une chose à retenir en vol, c'est de ne voler qu'avec le netto. C'est vraiment essentiel pour le paramètre. J'affiche aussi mon vol sur plus d'une heure. Ça permet de voir votre trajectoire. Et donc, si quand vous faites un aller-retour, eh bien, le retour, vous avez eu un vario positif et vous pouvez vous positionner, passer au même endroit et vous aurez aussi du positif. À l'inverse, au négatif, vous passez à un autre endroit. Donc, je garde la trace sur 12 heures. J'affiche la trajectoire que je suis en train de prendre, la direction de la trajectoire en vert. Photo de droite, vous l'avez aussi. Ça me permet de voir si je suis vers où je vais aller. Donc, voilà. Et puis après, j'affiche le vent et la direction du vent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment important d'avoir ça pour faire de l'autre. Voilà. Donc là, je vais vite parce que je vais passer sur un sujet qui me tient à cœur et qui est vraiment important. C'est les prévisions météo que l'on peut faire. Donc, c'est le logiciel que l'on a développé avec mon frère Marc, c'est EDL Soaring. Alors, c'est un clin d'œil à Welbeck, c'est extension du domaine de lutte de son bouquin. Autrement, ça peut être envie de liberté. C'est pour ça qu'on l'a appelé EDL. Donc, en fait, ça permet de visualiser toutes les cartes qu'a fait les prévisions de Météo France. Alors, je vais essayer de le faire en temps réel plutôt que de passer par... alors, je vais voir si ça marche. Alors, voilà, ça a l'air de marcher. Alors, je vais faire...
Là, voilà. Donc ça, c'est le logiciel qu'on a fait qui permet de visualiser. Et je vais faire deux choses. Je vais aussi, voilà. La première chose, c'est on va pouvoir visualiser ce logiciel, télécharger les prévisions en l'air. Donc, alors, non, d'abord, je vais commencer par la carte interactive. La carte interactive, c'est quand vous êtes devant votre ordinateur, comme je suis actuellement. Vous êtes sur le site EDL Soaring, en haut à gauche, Maps, et vous allez pouvoir visualiser les cartes. Alors là, vous avez sur cette icône-là, à gauche, vous avez un pavé à droite, en haut à droite, qui indique l'indication. Ici, par exemple, vous êtes le 12, c'est marqué le 12 janvier à 19 h. Vous pouvez sélectionner l'heure en augmentant les flèches vers le haut, vers le bas. C'est l'heure à laquelle vous allez voir votre estimation. Alors, je vais aller directement sur une prévision que j'avais fait il y a quelques jours. Donc, parce qu'en fait, on a sauvegardé toutes les prévisions de Météo France depuis 2 ans. Donc là, et je vais visualiser une trace qu'on va faire. Voilà. Donc, ça, c'était le 22 novembre dernier. Donc, il y avait de l'onde de nord. Donc, sur ce logiciel-là, si vous téléchargez EDL Soaring Maps, vous avez l'ensemble des cartes interactives et aussi de tous les jours depuis 2 ans. Vous allez pouvoir sélectionner sur une carte, vous pouvez zoomer la carte, voilà. Vous voyez que quand à un certain niveau de zoom, vous commencez à avoir des waypoints qui sont affichés. C'est les waypoints caractéristiques dont on a travaillé avec Baptiste et qui permet de se repérer. Le fond de carte a été fait pour en fonction, vous avez l'altitude en fonction du relief. Donc là, je vire l'ascendance. Vous avez le fond de carte qui permet de voir le relief par la couleur, en fait. Et là, vous pouvez virer l'ascendance sur le pavé de droite ou la visualiser. Et là, il se trouve que comme c'était le 22 novembre 2023, j'ai fait le sol avec Henri Castanet. J'ai téléchargé, vous pouvez télécharger votre trace sur le modèle et le visualiser et vous avez la prévision du jour. Donc là, si je me positionne au départ, vous voyez qu'en fait, au départ, je décolle de Perpignan. Là, je suis au moteur et je vais directement dans le ressaut de Prades. Je vais virer vous voyez, on est à Prades, mais c'est la montagne de Madre qui génère le ressaut. C'est cette boule. Et si je mets le vent, là, vous pouvez afficher le vent. Voilà. Vous voyez que le vent, c'est un vent très nord. Il vient avec les corbières ici. Toute cette zone-là, ça crée des ressauts secondaires. Et là, vous êtes dans une zone de ressaut. Là, c'est Météo France qui visualise ça. Et donc, le logiciel que l'on a développé permet de visualiser les ressauts et on les colorise. Quand c'est jaune, 1 mètre seconde en étau. Quand c'est orange, 2. Quand c'est rouge, 3. Quand c'est 4. Quand c'est violet, 4 mètres secondes. Donc là, on était parfaitement dans le ressaut qui était prévu. Alors, si vous faites ça, vous voyez que là, il est 8 heures, c'était le 22 novembre 2023 à 8 heures du matin. Et vous voyez, il y a une trace qui est surlignée en noir ici et en blanc là. C'est demi-heure avant l'heure que vous avez choisie ici. Vous avez demi-heure avant en noir, demi-heure après en blanc. Si vous changez l'heure ici, vous allez voir que vous allez faire le segment suivant. Donc, vous pouvez comme ça visualiser les segments et vous voyez donc que l'onde, on ne fait qu'une visualisation des prévisions de Météo France. Il n'y a pas c'est juste avec une colorisation. On ne fait pas d'interprétation, c'est vraiment les cartes de Météo France. Et donc, vous voyez qu'en fait, quand il y a de l'onde de nord, vous voyez, il y a des continuités de ressauts sur tous les Pyrénées,
avec des petits passages sans, mais ça permet d'assurer une continuité. Là, vous êtes au niveau 700, vous pouvez visualiser niveau 600. Alors, niveau 700-600, on est en hectopascal. Donc, concrètement, là, on est à 3000 mètres, niveau 700. Niveau 600, c'est 4200 mètres. Et niveau 500, c'est 5500 mètres. Donc, ça permet de… Moi, souvent, je regarde le niveau 700 et je regarde si c'est pertinent. Si les ressources sont positionnés aussi au niveau 600 et 500, ça me permet de bien visualiser. Donc, là, ce jour-là, donc avec Henri, j'ai dit à Henri, écoute, ça serait bien, mais on doit pouvoir, des Pyrénées, on fait un double, on le joue tranquille, on fait Perpignan, Pampelune, ce qu'on a fait là. Perpignan, les Alberts, c'est ici. On repart à Pampelune, et là, de Pampelune, on va directement à l'océan Atlantique, à Faro, c'est-à-dire ici, après Séville. J'ai dit, à mon avis, c'est jouable. C'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un vent de nord-nord-est. Ça va nous aider à pousser. Donc, ce logiciel permet cette visualisation nous permet donc on a suivi ce plan-là. Et on n'a pas pu aller, alors les journées étaient courtes, mais en gros, à COD-Urgell, ici, ce jour-là, c'était plâtré, donc on a fait demi-tour. Et donc, on est arrivé plus tôt finalement. Et entre Pampelune et avant Pampelune, j'ai décidé d'aller directement au Mont Caillot. C'est la trajectoire que vous voyez vers Soria ici. Alors, pour le logiciel de marque, si vous cliquez dessus ici, vous voyez des informations qui s'affichent à n'importe quel endroit. C'est les informations qui sont relevées par la trace. Là, c'est la trace qu'on a faite avec Henri, qui est relevée. Et vous voyez que là, vous avez l'altitude barreau, l'altitude GPS, le vario, le netto, la vitesse au sol, la vitesse air. Ça permet de débriefer, une fois que vous avez fait ce vol-là, de le faire chez vous le soir et de voir ce que vous pouvez faire. Et alors, vous voyez qu'ici, le Mont Caillot, vous voyez le ressaut, il est quand même il est super bien matérialisé. Alors, je vais augmenter les heures parce que, voilà, c'était à notre heure passage. On voit que c'était indiqué. On voit que là, c'était au niveau 3000 mètres. On voit que je zoome. Il y a du violet, donc c'était excellent. Et on a colorisé aussi avec les mêmes paramètres la trace. Donc vous voyez que c'était en violet, donc c'était le modèle de Météo France était parfaitement cohérent. Et là, je me mets au niveau 600. On voit encore que le netto, le ressaut est encore fort. Et au niveau 500, il est encore significatif. Et c'est exactement ce qu'on a eu, parce qu'on a eu 3-4 mètres secondes. On est monté à 6000 mètres. De là, je suis allé jusqu'à la Sierra de Manda, c'est ce pavé-là, la Sierra de Urbión. Là, je suis monté à 6000 mètres. Et j'ai dit, là, il y a Tema de Madrid, c'est un énorme pavé de 200 km de côté, interdit aux planeurs. Et donc, j'ai dit, mais on doit pouvoir le contourner. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Là, on a contourné avec Henri toute la Tema de Madrid. Et puis, on est allé Ávila. Donc là, je vais zoomer, on voit la Sierra d'Ávila. Et on est allé, et là, on voit la Sierra de Gredos ici. Et j'ai dit, mais là, derrière, et c'était matérialisé, on voit le ressaut. J'ai dit, là, il y a un super ressaut, et c'est exactement ce qu'on a eu. Ça a été vraiment conforme par rapport à ce qu'on a prévu. Et du coup, ensuite, j'ai glissé de ce ressaut. Là, j'enlève le relief. Vous voyez, on suit les crêtes. Et donc, on a à peu près, il y a plus ou moins une continuité de ressaut, mais je savais qu'au bout, ici, il y allait avoir un beau ressaut. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je savais qu'après, j'avais pas trop le choix parce qu'il n'y a plus rien après. Hein. Il y a 400 km sans montagne. Donc, du coup, là, quand j'étais ici à la Covacha, au contrôle de Madrid, j'ai dit, est-ce qu'on pouvait monter à 7500 mètres parce que je savais qu'il me fallait 7500 mètres pour atteindre la mer. On était un peu pris par le temps, mais c'était jouable. Et j'ai une contrôleuse très gentille qui a dit, mais vous avez, en plan de vol, vous avez mis Panaros, qui est là.
et il faudra voir avec les militaires. Bon, j'ai dit avec Henri, j'ai dit à Henri, écoute, bon, ça se joue un quart d'heure, c'est juste, c'est pas grave, on le jouera une prochaine fois. Donc, à 6000 mètres, on est parti. Et effectivement, il m'a manqué un peu parce qu'il nous a manqué un peu. On est arrivé à Badaros à peu près à 2800 mètres. Donc, on aurait pu aller à Béra sur le glide, mais on n'aurait pas pu aller à la mer. Donc, j'ai dit, mais ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, ça permet de valider le fait que avec un double un aller-retour plus un aller, et puis un glide direct sur la mer avec deux ressauts, celui de Soria et celui d'Avila, on peut atteindre l'océan. Et potentiellement, de chez moi, si les albergs sont ouverts, si la journée est suffisamment longue, ça fera 2000 km. Donc ça, c'est super. Là, voilà, donc on est super content et tout. Oui, mais alors, mais comment on fait pour l'avoir sur sa tablette? Parce que là, c'est bien, c'est sur l'ordinateur, on est à froid et tout, mais comment je peux embarquer ça, moi, les prévisions sur ma tablette? Alors là, c'est là où mon frère a développé un logiciel, le logiciel, le fameux logiciel EDL aussi, qui permet, donc il faut savoir que Météo France, MyFin AeroWeb, les prévisions, comme c'est des modèles extrêmement complexes, qui sont sur toute l'Europe, ils ne sont valables que sur à peu près 42 heures, c'est-à-dire 2 jours. Le matin, la veille, vous avez la prévie pour le lendemain. Donc, bon, j'ai dit, OK, mais si je peux télécharger toutes ces prévis sur ma tablette avant de décoller, à la limite la veille, et puis que je télécharge le matin la dernière prévis, ça serait pas mal. Et, et c'est exactement ce que le frangin a fait, Marc a fait. Et vous avez une copie d'écran, là, vous avez ici ce modèle-là. Alors là, j'ai pris, il n'y a pas trop d'ondes, j'ai téléchargé ça ce matin pour aujourd'hui et demain. Il y a un petit peu d'onde, là, on voit, là, on est aux Pyrénées, près de Perpignan. On voit un petit ressaut en rouge, là. Ça permet, donc, là, c'est le 13. Donc, vous avez ça, vous avez ce menu-là sur un écran, vous pouvez télécharger ce menu-là et vous allez pouvoir télécharger toutes les prévisions offline sur votre tablette. Alors, il faut comprendre que vous avez là, à gauche, vous avez les pavés, c'est les altitudes, c'est-à-dire 1000 mètres, niveau 900, 800, on est toujours en hectopascal, niveau 700, 600 et 500. Donc, pour une heure donnée, par exemple, là, c'est 19 heures locales, vous avez 5 prévisions d'altitude et vous pouvez vous pouvez aussi enlever les prévis, comme ça vous voyez bien la carte, ça sert aussi. Et puis, donc, vous avez 5 cartes par heure de prévision. Mais aussi, il faut le vent, parce que là, on peut aussi mettre le vent. Voilà, vous voyez, il y a le vent qui est indiqué. Si je clique quelque part, il y a un vent, c'est du ouest-nord-ouest, il est marqué 280 degrés, 54 km/h. Mais tout ça, vous l'avez sur votre tablette. Avec votre pouce, vous appuyez sur n'importe quel endroit, vous allez avoir votre vitesse. Donc, ça demande, pour une heure donnée, 5 cartes, plus 5 cartes de prévision de ressaut, plus 5 cartes de vent. Ça fait 10 cartes par heure. Donc, Marc, on a fait de 7 heures, je crois, à 20 heures ou 21 heures. Ça fait 15 cartes par jour. Ça fait 15 heures par jour. Fois 5 cartes, ça fait 75 cartes par jour, plus ces cartes de vent. Donc, ça fait 150 cartes. Et pour 2 jours, vous avez 300 cartes. Et donc, quand vous cliquez en haut à droite sur mise à jour carte météo, vous avez un téléchargement automatique de ces 300 cartes qui va se faire sur votre tablette en 2-3 minutes. Et donc, c'est remarquable. Et après, vous allez pouvoir vous balader comme je le fais là. Vous pouvez dire des moins 1 heure, quel prévis je vais avoir. Par exemple, là, c'est le 13 janvier, c'est-à-dire demain, à 14 heures locales, c'est-à-dire 13 heures UTC, puisqu'on est en hiver. Le forecast, ça c'est important aussi, c'est-à-dire 34 heures. C'est-à-dire que Météo France, le forecast qui a été donné, a été fait 34 heures avant cette heure indiquée. Donc, voilà, donc si je fais par exemple, si je me mets à 24 heures, vous allez comprendre. Alors, ben, je vais 30 heures, mettons.
30 heures, ça veut dire, 30 heures, ça veut dire cette prévision a été faite un jour avant et 6 heures avant le 10 heures local. Donc, elle est de 4 heures du matin, c'est-à-dire 3 heures UTC. Voilà, donc toutes ces prévisions, elles ont été faites aujourd'hui à 3 heures du matin. Bon, mais j'ai pu les télécharger, vous pouvez les télécharger et comme ça, vous allez pouvoir voler avec vos prévisions embarquées sur une tablette. Alors, pourquoi sur une tablette et pas un calculateur? Mais finalement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus confortable parce que la tablette, vous pouvez la mettre sur vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur votre calculateur. Vous pouvez la mettre sur vos genoux quand vous êtes en train de voler. Vous ne gênez pas votre calculateur. Vous pouvez ranger votre tablette quand vous n'en servez pas. Vous le mettez dans les périodes où vous n'êtes pas en sous-ondulatoire, donc c'est confortable, c'est stable, et ça vous est très facile de faire cela. Donc, pour finir, donc vous avez là les icônes de gauche, vous avez les niveaux d'altitude de prévision. En bas, vous pouvez cliquer maintenant. Maintenant, c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire là, on est à 19 h local, il est 19h59. Bientôt, ça va être 20 h parce que voilà, c'est l'heure en cours. Et vous faites plus 1 heure, moins 1 heure. Si vous voulez aller, et donc moi personnellement, vous n'avez pas à cliquer à savoir quelle heure vous choisissez, vous n'utilisez que ces boutons pour sélectionner l'heure. Ça va beaucoup plus vite. Vous êtes en l'air, vous êtes sur votre tablette, vous n'avez pas les moyens de faire, il vous faut faire quelque chose de simple. Et alors, quelque chose que je voulais vous montrer, c'est par exemple ici. Là, vous êtes derrière c'est le Canigou. J'enlève les prévisions. Voilà, ça c'est le Canigou. Vous voyez, Canigou Sud. Quand vous avez un ressaut très bien matérialisé par les prévisions, sélectionnez une altitude différente. Là, c'était 5500 mètres, 4200 mètres, 3000 mètres. Si le ressaut est à peu près au même endroit, eh bien, ça vous validera. Ça veut dire que le ressaut, il est bien présent et il est costaud. Alors que si vous avez un ressaut que sur une altitude donnée, c'est pas forcément, c'est plus aléatoire. Donc voilà, donc ça, c'est en une page, vous avez tout. Donc j'ai expliqué la date, l'heure, à quelle heure vous êtes en train de visualiser, en UTC, la prévision, le forecast, il a été fait 40 heures avant. Donc ça, c'est le nom de fichier, ça c'est pas très utile. Le vent, très utile, c'est si vous voulez le voir ou pas. Donc voilà, vous pouvez le voir. Et voilà. Et alors, quand vous êtes en l'air, bien sûr, là, on voit ma position ici parce que je suis à Rosas tel que je vous parle, mais en l'air, c'est votre planeur là, il va suivre et vous allez coller votre planeur, le faire aller là où il y a les ressauts. Et donc, pour moi, c'est vraiment un outil formidable que j'utilise depuis 2 ans et c'est une grande aide pour Londres. Donc voilà, j'ai à peu près fini ma présentation et je mettrai tous mes fichiers à disposition pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup, Gilles. Ton micro est coupé, Tina. Tina, ton micro est coupé. Oui, oui, pardon, il s'était rebooké. Merci beaucoup, Gilles, pour ton intervention et la clarté de tes propos. On a quelques questions à te poser, Jean-Pierre. Je te laisse lui poser. Oui, ben, il y a des questions. Il y a une question d'ailleurs que j'ai vue tout de suite, que je la pose tout de suite. Est-ce que le logiciel EDL est gratuit? Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est une volonté qu'on avait, mon frère et moi, c'est que en gros, il y a quand même pas tellement de pilotes qui sont intéressés. Si on voulait faire de l'argent, il faudrait qu'on touche un public beaucoup plus important. Donc, faire des prévisions pour ceux qui vont ramasser les champignons ou ils sortent se balader, ça serait beaucoup plus pertinent. Mais là, non, donc, pour résumer, il est gratuit et on a mémorisé toutes les prévisions, tous ces modèles-là, parce qu'on a développé ce modèle-là il y a 2 ans.
Donc, toutes les prévisions sont archivées depuis le 1er janvier 2022. Donc, si n'importe quel pilote souhaite visualiser, mettre en ligne son vol et puis voir si, s'il a bien volé par rapport au ressaut, c'est archivé. Voilà. Donc, et c'est disponible. D'accord. Il y a une autre question. La distance du ressaut ne varie-t-elle pas avec l'altitude? Non, en fait, la distance du ressaut, c'est vraiment. Alors, Eric Schwartz, professeur, et puis aussi qui a travaillé aussi à Météo France, le fait remarquer. La formule de Robert est une formule approchée. En fait, la distance est liée essentiellement au gradient de température par rapport à l'adiabatique et aussi à la température. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la température, c'est en température en degrés Kelvin. Donc en fait, une variation de température entre 0 et 20 degrés Kelvin, entre 0 et 20 degrés, en degrés Kelvin, ça varie que de 5%. Et comme la formule, c'est les différences de gradient, c'est une racine carrée, ça écrase aussi. Donc c'est pour ça que la formule de Robert, qui est empirique, certes, est incroyablement pertinente. Voilà. Alors, il y a une question encore sur le modèle. Est-ce que les cartes couvrent toute l'Europe? Oui, alors la carte, je vais la visualiser. La carte sont calées sur le modèle de Météo France, en gros, et un peu plus grand. Donc, Météo France, je crois que c'est de 8 degrés ouest à 12 degrés est et de 52 Exact. degrés, 51 degrés nord et 37 degrés, 53. 53 et Ouais. 37 ou 38 degrés de latitude nord aussi. Donc, Oui. c'est pour ça que j'ai pris un petit peu plus. Donc, on a visualisé toute l'Espagne, la France, bon, l'Angleterre et tout. Bon, c'est l'Angleterre du Sud, il n'y a pas trop d'ondes, et surtout les Alpes. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Et après, on a visualisé comme l'onde est créée par les ressauts, on s'est attaché à mettre vraiment les sommets significatifs, les cols aussi. Et quand on zoome, les noms apparaissent, les altitudes. Et aussi, j'ai mis des points IFR parce que des fois, pour les passages de frontières, j'ai mis quelques points IFR. Par exemple, vous avez Canig, Vévut, Albert. Ça, c'est des points de la DGAC, enfin et de l'OASI international, des noms qui sont officiels pour tout ce qui est l'aviation générale. Et vous avez aussi, par exemple, vous avez, je crois, c'est Vévut, Arvid. Voilà, Arvid, côté, quand on passe de la frontière de la France à l'Espagne. Et j'ai mis en liseré noir les passages frontières France-Espagne et entre les frontières de tous les pays. Et aussi là, c'est un peu aéronautique, nautique. Les frontières nautiques. Voilà. D'accord, merci. Il y a une question de Vincent qui demande si on pourrait avoir des ISO VZ plutôt que des plages de couleurs. Non. Non. Parce que, des plages de. Non, parce qu'on fait, je fais simple si vous voulez, et puis si vous montez à 1 mètre, que vous aviez 1,20 m, 1,30 m ou 1,40 m, peu importe, en plus, ça, ce n'est que des modèles. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas prendre ça comme. Il peut y avoir des écarts de quelques kilomètres entre la position réelle du ressaut et la position estimée ou prévue par Météo France. Donc, ce que j'ai fait là, ce qu'on a fait, c'est comme on a varié la couleur de 1 mètre seconde entre 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres secondes, c'est suffisamment pertinent et j'estimais que ce n'était pas tellement nécessaire. J'en ai discuté avec Baptiste et Baptiste Innocent, il m'a dit non, non, mais les couleurs et ça va très bien comme ça. D'accord. Après, il y a des questions relatives. Alors, il y a des questions relatives aux espaces aériens et aux plans de vol.
Il y avait une question hier qui nous était arrivée. Est-ce qu'il faut déposer un plan de vol? Alors, Comment moi, tu fais? ouais, c'est une très, très bonne question. Un plan de vol. Alors, plan de vol, moi, je suis à Perpignan. Perpignan, c'est un aéroport. Donc, en fait, j'ai fait simple. Moi, je dépose systématiquement un plan de vol. Systématiquement. Donc, en fait, on peut le faire la veille. Je le fais via le BRIA de Bordeaux. Ils sont très sympathiques au téléphone. Et une fois que ils ont votre appareil, eh bien, tout est mémorisé. Donc, ça va très, très vite. C'est en 2 minutes. Je fais très simple, c'est-à-dire que j'ai fait un plan de vol, par exemple, ce plan de vol que j'ai montré tout à l'heure, où je suis allé à Badajoz, j'ai dit, ben, je fais Perpignan, Pampelune, Les Alberts, Pampelune, Badajoz. Je ne vais pas détailler ce que je vais faire, quel segment et tout. Je ne donne que les points de virage significatifs. Et je conseille de le faire. Et ensuite, dès que vous passez une frontière, en plus, un plan de vol est obligatoire. Dès que vous faites de Londres, c'est très rare que vous n'ayez pas à passer des frontières. Donc, moi, je conseille fortement de poser un plan de vol et de mettre systématiquement en aérodrome en alternate, en deuxième aérodrome pour se poser, un aérodrome qui est dans le pays où vous pensez faire un point de virage. En l'occurrence, ici, c'est l'Espagne. Comme ça, en plus, vous pouvez très bien demander quand vous déposez le plan de vol, au BRIA de Bordeaux, c'est là où je dis, mais est-ce que vous pouvez transmettre à vos confrères de Pampelune le plan de vol? C'est ce qu'ils font. Donc voilà, donc c'est quasiment indispensable de déposer un plan de vol à Nantes, oui, vu les vols qu'on fait. D'accord. Donc, t'as des problèmes de clairance parfois, pas trop. Alors, plan de vol, tu poses un plan de vol, il n'y a pas de problème. Et une fois que moi, comme je suis un aérodrome contrôlé, d'ailleurs, ça me joue des tours. C'est que dès que je décolle, le contrôleur, je dis bonjour de Sierra Golf avec plan de vol et tout. Et le contrôleur comprend automatiquement que j'ai déposé un plan de vol et va l'activer. Et pareil, quand j'arrive, quand j'ai fini mon plan de vol, automatiquement le contrôleur le clôture. Le problème que j'ai, c'est que quand je vais dans des vols, quand je vais voir, mettons, Baptiste, à Fayence et tout, ben là, le plan de vol, il faut l'activer en l'air et il faut le clôturer en l'air ou au sol. Et des fois, j'oublie. Mais comme dans mon plan de vol, je donne systématiquement mon numéro de téléphone portable, mais des fois, je me suis fait rappeler à l'ordre gentiment par les contrôleurs qui m'ont dit, mais avant de lancer les secours, ils téléphonent. J'ai dit, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de clôturer le plan de vol. Voilà. Donc, vous déposez un plan de vol et puis en plus, après, il faudra l'activer et le clôturer si vous êtes si vous décollez dans un aérodrome comme Saint-Gaudens non contrôlé. En revanche, la clairance, après, c'est que de la discussion, de la négociation en vol avec les contrôleurs. Les contrôleurs, si vous disent vous êtes limité au niveau 145, vous êtes limité au niveau 145. Vous ne pouvez pas monter au-dessus. Vous devez les respecter. Mais vous pouvez dire oui, mais attendez, je suis aux Alberts, je fais une directe à la CO d'Urgel, donc ils comprennent que vous n'allez pas aller du côté de Barcelone, et donc généralement le contrôleur est plus accommodant parce que vous n'allez pas aller dans une zone dans laquelle il y a du trafic. Donc, je suis toujours en contrôle et systématiquement, j'essaie de négocier au mieux. Il y a une question de Sébastien qui demande si on peut intégrer ton logiciel sur des Helix. Alors, non, parce que je n'ai pas les. D'abord, pour deux raisons. D'abord, j'ai pas discuté avec Alix pour avoir les accords. J'ai pas envie de discuter avec eux parce qu'ils sont très gentils, mais ça demanderait des modifications du logiciel et c'est compliqué. Et je trouve pas du tout pertinent parce que moi, je trouve beaucoup plus confortable d'avoir sur mon LX toutes les informations du vol, les paramètres, les distances par rapport au terrain, aux balises que je dois faire, les terrains de secours et tout, et d'avoir en backup un écran secondaire beaucoup plus grand, ma tablette,
Ça peut être aussi un iPhone avec grand écran ou plus petit écran, mais un écran dans laquelle j'ai ma prévision et je trouve ça beaucoup plus confortable. Donc, je vois pas l'intérêt d'intégrer tout en un. Voilà. Et surtout, quand on vole en planeur, la tablette, elle n'est pas plus large que nos deux jambes réunies. Donc, on peut très bien mettre dans n'importe quel planeur, on peut équiper on peut avoir n'importe quelle tablette pour mettre ses prévisions. Personnellement, c'est des tablettes qui font à peu près 10 pouces de diagonale. Ça va bien, hein. C'est bien agréable. D'accord, merci. Je propose qu'on prenne une question en direct. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, j'ai pas son nom, c'est jb-b2@hotmail.fr. Donc, je pense que il peut activer le son s'il m'entend et il peut poser sa question en direct. jb-b2@hotmail.fr. Vous avez la parole. Il faut peut-être qu'il active son micro, Ouais, il non? faut qu'il active son. euh, Non, ben alors, bah, écoute, ça ne fonctionne pas, je sais pas trop pourquoi. Son micro est coupé. Sinon, il y a une question de Eric concernant la température. Il te demande comment vous gérez la gestion de la température en haute altitude et cela gêne-t-il votre façon d'utiliser les instruments? Alors, la température, oui, enfin, pour faire simple, en gros, quand on a de l'onde de sud sur les Pyrénées, mais c'est pareil sur les Alpes, on est à peu près avec des températures de -15, -20. Et quand il y a de l'onde de nord, on est plutôt dans des températures de -25, -30. Donc, on se dit, ben, il fait un froid de canard. Alors, c'est très simple. Il faut vous équiper comme si vous allez au ski. C'est-à-dire avoir un pantalon de ski, avoir un caleçon et être bien couvert. Cela étant, quand il y a de l'onde de nord sur les Pyrénées, il y a souvent beaucoup de soleil. Et donc, du coup il fait bon dans la cabine alors qu'il doit faire -15, -20. Mais donc voilà, donc il faut se couvrir comme si vous faites il faut se couvrir comme si vous allez au ski. Et alors, au niveau des chaussures, au niveau des pieds, au niveau des pieds, ce que j'ai fait, moi, c'est quand j'avais eu Klaus Hollmann, la première fois que j'ai volé avec lui, je le vois en basket et puis je le vois en train de mettre des surchaussures. C'est comme des sortes de surchaussures matelassées, comme des pantoufles et tout, qui se met. Et j'ai dit à Klaus, mais tu voles avec ça? Et bien il dit oui, mais j'ai dit, mais attends, Klaus, tu as survolé l'Everest avec ça? Et il me dit, ben oui. Ah, mais j'ai dit, mais moi, c'est ça qu'il me faut. Donc, en fait, j'ai acheté des surchaussures. Donc, je mets des chaussures un peu hautes, pas des boots, hein, des chaussures un peu hautes, un peu avec un peu renflouées. Et ensuite, je mets ces surchaussures. Ça coûte, je crois, 80 euros, 90 euros. Et je n'ai pas froid aux jambes. Voilà, c'est vraiment très, très bien. Il y a une question de Philippe qui te demande si tu utilises éventuellement Hawk. Hawk, je pense que c'est un variomètre un peu Non, perfectionné ouais, pour avoir les vitesses de vent. oui, alors Hawk, à mon avis, c'est une bonne option. Le problème, c'est une option, c'est LXNav qui vend ça, mais il fait payer cher cette licence. Bon, moi, j'ai déjà payé pas mal de sous à un calculateur. Et la licence Hawk qui donne un vent très précis, il fait payer, je crois, la licence 1000, 1200 euros, 1300 euros. Bon, comme moi j'avais payé pas mal, je n'utilise pas Hawk. Je pense que c'est un plus, mais dans l'onde, on voit bien d'où elle vient par rapport avec la dérive que l'on prend. Donc oui, ça doit améliorer, mais c'est pas indispensable. Voilà. Merci. Il y a Jacques qui a une question concernant SkySight. Apparemment, SkySight a des fonctionnalités un peu identiques. Est-ce que tu as comparé EDL et SkySight? Oui, alors SkySight, je suis abonné à SkySight. Je trouve SkySight, c'est bien.
c'est bien pour faire les prévis, en fait. En fait, pour faire les prévis, pour voir si j'ai avoir une bonne journée d'onde, comme j'ai expliqué, Météo France, la prévision, elle était qu'à 2 jours. Donc, pour faire simple, le matin, je l'ai pour la journée du lendemain. Bon, mais c'est bien, mais si dans 3 4 jours, il y a de l'onde, comment le savoir? En fait, j'utilise 2 logiciels. J'utilise Windy, qui est gratuit, qui est sur, vous tapez Windy, WINDY sur votre navigateur et vous allez aller dessus, c'est gratuit. Et en fait, en gros, vous avez les prévisions de vent à tout niveau, alors à tout niveau sur 10 jours. Donc, c'est extra heure par heure sur 10 jours. Et vous avez au niveau, et moi je choisis, donc en gros, je regarde, pour savoir s'il y a de l'onde, je regarde au niveau 700, c'est-à-dire à 3000 mètres, s'il y a de l'onde. Et s'il y a du vent qui est orthogonal par rapport à la montagne, par rapport aux Pyrénées ou dans les Alpes, eh bien, je sais qu'il y aura de l'onde. Donc, Windy me permet de voir à 5, 6, 7, 8 jours s'il y a une journée potentielle. Ensuite, j'utilise SkySight. SkySight, c'est un logiciel qui est très bien, qui est comme Météo France, qui en plus a une prévision sur 6 jours. Donc ça, c'est très bien parce qu'en fait, ça permet de voir les ressauts, la position des ressauts sur 6 jours et ça couvre l'Europe entière. Donc ça, c'est très, très bien. La limite de SkySight, c'est pas une limite, mais en fait, SkySight, il faut savoir que le pas de calcul de SkySight, je crois, est de 5 ou 6 km, alors que le pas de Maillefine est de 1,2 km. Donc, Maillefine est beaucoup plus pertinent dans la position des ressauts que SkySight. Donc, SkySight est très bien, mais j'utilise en téléchargement. En plus, moi, on a développé l'application, c'est gratuit sur Météo France. Donc, j'utilise SkySight quelques jours avant, mais en l'air, je n'utilise que Maillefine de Météo France. Une dernière ou deux dernières questions, Jean-Pierre? Ben, il y a encore une question, il y a un peu la même question par rapport à Navitaire. Donc, Navitaire, c'est Audi en fait, hein. C'est oui. Est-ce que Navitaire apparemment intègre Top Météo et SkySight? Est-ce que Navitaire pourrait intégrer ça? C'est la question de. Alors, oui, alors, rien n'est impossible, si vous voulez. Donc, je n'ai pas branché mon fer de Sud. Bon, nous c'est pas impossible. Hein, c'est pas impossible. Il faudrait que Navitaire se rapproche de nous et savoir ce que nous, on pourrait faire. Mais personnellement, moi, j'ai tendance à dire, il faudrait en discuter avec Baptiste, qui utilise aussi pas mal de logiciels, qui a été à l'origine aussi de définir les couleurs et tout, et, pour les waypoints, et aussi Thomas Puto qui utilise pas mal, et Carlo Dissou qui utilise pas mal mon logiciel. Mais je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir ces prévisions-là sur une tablette qui soit indépendante. Voilà. Ouais, C'est quand même plus simple à manipuler. d'accord. Mais c'est pas Et il y a impossible. encore une dernière question de Philippe qui demande si tu as regardé d'autres systèmes qui ont été développés dans d'autres pays pour déterminer l'onde et qui dit que la météo hollandaise aurait développé des modèles performants pour l'onde. Écoute, j'ai pas regardé, mais je suis preneur d'informations. Le truc qu'il faut bien comprendre là où on s'est battu, c'est que nous, on visualise, nous, le logiciel, c'est gratuit et on s'est appuyé sur Météo France qui est gratuit. Le fond de carte logiciel, c'est Copernicus qui est gratuit avec une résolution, la colorimétrie, on a fait des résolutions sur des résolutions de 20 mètres. Donc tout est gratuit. Donc se rapprocher de météo hollandaise et tout, si c'est possible, si c'est pertinent et si c'est gratuit, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on est ouvert. D'accord. Bon, puis il y a encore une dernière question de Jacques.
qui dit qu'on peut visualiser les VZ, les vitesses verticales sur AeroWeb, mais qu'elles sont parfois issues de cumulonimbus, et qui pose la question comment faire la différence. Ah, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on le voit. C'est aussi mon repère, aussi quand je vole. Je me repère toujours avec s'il y a un ressaut, est-ce qu'il y a une montagne, est-ce qu'il est créé par une montagne et est-ce que le vent est en cohérence. Donc, de temps en temps, effectivement, Météo France montre les variaux qui sont générés par les QNEM. Généralement, c'est des lignes de front qui sont complètement déconnectées des reliefs et donc qui sont pas alignés sur des reliefs. Et donc, on le voit facilement. Et généralement, les journées d'onde où il y a 50, 60, 80, 100, 120 km/h de vent, ben, les QNEM, ben, ils sont pas, on voit bien qu'ils ils sont pas reliés au relief. Donc, c'est très facile de voir de voir si c'est cohérent ou pas. Et avec le logiciel de marque là sur les cartes, on le voit facilement. D'accord. Et encore une ultime question de Vincent, est-ce qu'on pourrait afficher les espaces aériens sur EDL? Ah, c'est une question aussi que Camille Lafarge m'a posée, qui est pertinente. Et puis je lui ai dit non, d'abord parce que je suis feignant, mais pas tellement pour ça. C'est que en fait, qui dit afficher les cartes, oui, mais comme les cartes, on les a sur le calculateur, c'est déjà, et que nos prévisions ne sont pas sur le calculateur du planeur, du coup, ça permet de voir où sont les cartes. Mais afficher les cartes sur nos prévisions, ça demanderait systématiquement de pouvoir faire des mises à jour de notre modèle avec les cartes, parce que les cartes aériennes, elles changent tous les 10 jours, je crois. Donc, tous les 10 jours, normalement, ça demanderait de télécharger les dernières cartes aériennes. Donc, du coup, je préfère de dire qu'on ne fait pas. Moi, j'utilise, par exemple, comme je suis avec mon STEM, j'utilise SkyDemon qui me permet, quand je me balade, je vais d'un aérodrome à l'autre, je trouve que c'est un logiciel qui est très bien fait. Mais sinon, quand vous avez un Elixnav ou un truc comme ça, sur le calculateur, vous avez les cartes aériennes. Donc, pour l'instant, moi, je trouve que c'est pas une priorité pour moi. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter là, hein, ça fait 1h30. Tout à Donc, fait, Jean-Pierre, on va pouvoir arrêter là. Merci en tout cas beaucoup, Gilles. Chaque ouais. question, même les plus techniques, ont trouvé une réponse grâce à toi. C'était un vrai plaisir de t'entendre partager ton expérience. Et puis, tu es pas avare de bons conseils. Donc, c'est vraiment, les auditeurs ont dû passer un très bon moment. Voilà. Jean-Pierre, si tu veux prendre la Bah oui, parole. bah, évidemment, je te remercie beaucoup pour tout ça, c'est très très riche. Euh, je pense qu'il y a certainement beaucoup à creuser à partir de tes PDF. Donc ce que je redis, c'est que, enfin ce que je dis, c'est que donc le webinaire est enregistré, tout le monde va recevoir un lien avec pour revisualiser ce webinaire. On va également envoyer tes documents, tous les documents de Gilles, donc Oui. ton PDF, je sais pas Et- et autres documents utiles, hein. Et puis on va aussi répondre aux questions auxquelles on n'a pas répondu en direct, par écrit. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, j'ai juste un ou deux fichiers. J'enverrai pour un peu les matheux pour savoir voilà, si Ouais. mes calculs. Mais effectivement, on essaiera de répondre aux questions. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à tous Merci, c'était un plaisir. Merci et beaucoup, bonne Gilles. soirée à tout le monde. Au revoir et à très bientôt. Au Bonsoir à revoir. tous. Au revoir.